Bonjour, chers étudiants. Voilà, donc ça, c'est le chapitre 3. Donc, concernant le potentiel électrostatique, on a déjà fait les deux premières parties. Aujourd'hui, nous allons terminer ces dernières parties sur les potentiels électrostatiques. Après ce chapitre, Inch'Allah, je vais essayer de corriger la deuxième série d'exercices directement. Donc, j'enregistrerai une vidéo qui va vous permettre voilà, de voir la correction de la deuxième série. Et si possible, on pourra aussi organiser tout simplement une session de classe virtuelle où vous pourrez poser toutes vos questions concernant voilà, la série d'exercices ou bien le cours. Bon, la dernière fois, on s'était arrêté sur la partie donc potentiel électrostatique, mais le théorème de superposition, voilà, des moments dipolaires. Donc là, on va essayer tout simplement aujourd'hui de démarrer à partir de là et d'introduire les informations concernant le moment dipolaire. Et lorsque vous avez par exemple un ensemble de charges, comment on fait pour calculer tout simplement donc la somme des moments dipolaires. Donc là, on va tout simplement essayer de voir la généralisation concernant la distribution multipolaire. Donc là, si vous regardez, on a dit potentiel créé, euh, potentiel crée grande distance par une distribution de charges. Voilà, donc en fait l'idée, ici vous avez tout simplement un ensemble de charges Q1, Q2 jusqu'à Qn ou bien Qi. Et là, vous avez un point M où on veut tout simplement voir donc l'influence de l'ensemble de ces charges en ce point M. Comme ce qu'on avait fait quand vous avez par exemple plusieurs charges en interaction avec une charge donnée, plusieurs charges sources qui agissent sur une charge donnée. Là, on parle de principe de superposition. À chaque fois que vous entendez le principe de superposition, ça signifie tout simplement que donc c'est une sommation de l'ensemble des interactions, donc des charges sur une charge donnée ou bien en un point donné. Donc là, c'est la même méthode que quand vous avez par exemple un ensemble de charges pour calculer la force résultante, quand vous avez un ensemble de charges pour calculer le champ résultant. Ici, c'est lorsque vous avez un ensemble de charges pour calculer le potentiel résultant. Et là, on va tout simplement essayer de calculer, de montrer l'expression tout simplement du potentiel résultant. Voilà, donc en fonction de ce que l'on appelle tout simplement la polarité ou bien en fonction tout simplement de ce que l'on appelle le moment dipolaire. Voilà. Donc, dans la dernière partie, je vous avais montré qu'en fait, le moment dipolaire que l'on nomme P, ce n'est rien d'autre, c'est le produit de la charge Q fois la distance donnée. Ici, dans cet exemple, vous avez plusieurs charges et vous avez un point M. Et là, vous avez l'expression tout simplement du potentiel électrostatique qui n'est rien d'autre que 1 sur 4 pi epsilon 0, vous le savez déjà. La sommation, c'est-à-dire que la somme de l'ensemble de ces charges-là, voilà, jusqu'à I de Q sur R. Et ça, c'est l'expression de ce que l'on appelle tout simplement le potentiel électrostatique, vous le savez déjà. Donc là, maintenant, pour chaque Q, quand vous voyez segment I, c'est-à-dire la sommation pour I est égale à 1, vous avez Q1 sur R1 plus Q2 sur R2 plus Q3 sur R3, etc. Donc là, on vous montre tout simplement que 1 sur R est approximativement égal à 1 sur R facteur de 1 plus, donc en faisant un développement limité. Donc là, pour des valeurs de R très faibles, donc là, on peut faire un développement limité. Si vous regardez R, vous avez RI, ce n'est rien d'autre que la somme de R vecteur, la distance OM, plus RI, qui n'est rien d'autre que la distance entre O et tout simplement une charge donnée. Donc là, c'est tout simplement la sommation donc, de ces deux vecteurs. C'est ça qui vous donne la distance entre Q, la charge, une charge donnée, et M. Donc, en faisant le développement limité, on peut écrire tout simplement ce potentiel donc sous cette manière. Et en développant ici 1 sur RI en remplaçant ça par son expression ici à l'intérieur, vous avez QI sur R plus QI sur R au cube, RI vecteur, R vecteur. Donc, comme ce que je vous avais expliqué la fois passée. Donc là, il faut juste comprendre que quand vous avez un vecteur unitaire, on peut l'exprimer sous la forme
tout simplement d'une distance donnée. C'est-à-dire que quand vous avez un vecteur unitaire U vecteur et vous avez une distance, supposons R, vous pouvez exprimer U vecteur sous la forme de R vecteur sur R. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, c'est ça l'expression que vous avez ici. Raison pour laquelle, en faisant le développement limité, vous avez cette expression-là. Et là, on pose la sommation des I. Et la sommation sur I, QI est égale à grand Q, c'est-à-dire que la somme de l'ensemble des charges à l'intérieur donc d'un volume donné, c'est égal à la charge grand Q que nous connaissons tous. Et là, on va tout simplement appeler P vecteur le moment dipolaire total du système qui n'est rien d'autre que la sommation donc de QI, RI vecteur. Donc là, vous avez donc ces deux informations et là, vous pouvez exprimer maintenant l'ensemble donc de votre système, le potentiel de l'ensemble de votre système sous la forme de 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R plus voilà le reste. Et ça, Inch'Allah, chers étudiants, on va le voir beaucoup plus en détail donc dans notre prochaine série d'exercices, Inch'Allah. Mais en attendant, il faut juste comprendre que quand vous avez un potentiel électrique que vous voulez exprimer en fonction tout simplement du moment dipolaire du système, donc ça c'est l'expression générale et l'explication vient carrément d'ici. La seule chose à savoir, c'est que 1 sur RI, c'est-à-dire que ça, on a fait tout simplement un développement limité pour pouvoir tout simplement retrouver l'expression donc de cette quantité. Donc ça, nous allons l'expliciter beaucoup plus en cours. Donc si nous continuons un peu, maintenant on va aller beaucoup plus loin. On va essayer de voir tout simplement donc ce qu'on appelle continuité du potentiel. Là, on va essayer d'introduire maintenant les différentes distributions que vous connaissez, la distribution volumique, la distribution surfacique, etc. La distribution linéaire. Donc, le potentiel est contenu dans tout l'espace sauf sur la charge elle-même. Point singulier. Donc, distribution, quand vous avez une distribution volumique, donc là, si vous vous rappelez, je vous avais dit que la clé, en fait, quand vous avez une charge Q et que vous avez une distribution volumique donnée, il faut représenter la charge Q en fonction de la densité volumique qui n'est rien d'autre que ρ dV. Donc, quand vous avez une charge Q donnée, quand vous avez une distribution volumique, c'est égal à ρ dV ou bien ρ V. Donc là, sont des choses que vous connaissez déjà. Et quand vous avez une charge Q et que vous avez une surface, une distribution surfacique, c'est sigma, une distribution linéaire, c'est lambda. Donc là, on va le voir. Donc, dans le cas, tout simplement, d'une distribution volumique, vous avez tout simplement cette quantité. Donc là, vous avez Vm, c'est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q sur R. Et Q, ce n'est rien d'autre que intégrale triple, sachant que nous avons un volume, ρ P dV sur R. Et là, vous avez tout simplement 1 sur 4 pi epsilon 0. Et là, maintenant, on a essayé tout simplement de considérer ce volume-là sous tout simplement sous une forme sphérique, raison pour laquelle vous avez ces informations-là, où vous avez 1 sur 4 pi epsilon 0, donc intégrale suivant R de 4 pi rho R dr. Voilà, donc on a tout simplement essayé d'exprimer donc ces informations en supposant que nous avons par exemple une distribution volumique sphérique où on va tout simplement travailler donc suivant la direction R et qu'on considère que suivant θ et R, θ et phi par exemple, donc là leurs paramètres sont constants. Donc la raison pour laquelle on a passé de là à là, donc ça sont des cas particuliers que nous allons voir. Et là, si vous avez pour R, lorsque R tend vers 0, donc là on a ce potentiel qui tend vers 0. Effectivement, si R tend vers 0, supposons si R est égal à 0, donc Vm est égal à 0. Donc là c'est évident. Donc là, le potentiel est donc continu dans tout l'espace. Donc, quand vous prenez par exemple l'espace ou bien quand vous prenez votre environnement sous forme d'une sphère et que tout simplement on a pris en compte donc les variations suivant les différentes angles et qu'on décide de garder tout simplement les informations suivant le rayon, on obtient donc ce potentiel-là et voilà, donc en faisant donc des approximations, on voit donc ce qui se passe. Donc le potentiel est donc continu dans tout l'espace. Donc là maintenant, quand vous avez une distribution surfacique, là il faut décomposer votre surface en deux parties. Il y a tout simplement le potentiel du disque, ça, ce petit disque-là où il y a un M, mais aussi il y a le potentiel tout simplement de
voilà, de l'espace ici en noir. Donc là, on a, c'est toute cette surface-là, S, moins ce disque-là. Donc là, maintenant, on a tout simplement le potentiel donc, par rapport à la surface. Donc là, raison pour laquelle on a dit que donc, le potentiel M, ce n'est rien d'autre que V disque M plus le potentiel donc, de cette surface moins ce petit disque-là. Et là, maintenant, en faisant tout simplement donc les intégrales, sachant que nous avons des surfaces, on va essayer de changer donc les Q. Donc V est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R. Mais sachant que nous avons une distribution surface, raison pour laquelle on a introduit la densité de surface sigma ds sur R. Voilà, intégrale et double intégrale de S moins D moins disque, la surface moins ce disque-là, donc de sigma ds sur R. Là, c'est sans problème. Donc là, maintenant, lorsque R tend vers 0, c'est-à-dire qu'avec ce petit disque-là, on sait qu'on donc ce disque a un rayon, donc qu'on peut appeler R. Donc de 0 à R, on peut intégrer ce petit disque-là. Raison pour laquelle on vous a dit tout simplement en faisant l'intégrale, vous avez sigma R sur 2 pi, si R tend vers 0. Voilà. Et maintenant, celui-là, l'intégrale est toujours définie. Par exemple, là, vous avez tout simplement donc cette surface moins ce petit disque. Donc là, l'intégrale est toujours définie. Donc là, on peut donc aller beaucoup plus loin en posant donc pour des R, pour différentes valeurs de R, pour pouvoir calculer donc cette expression. Voilà, donc R différent de 0. Donc, c'est la raison pour laquelle on nous dit l'intégrale est définie. Donc, pour des cas particuliers de R, on peut calculer cette intégrale. Mais pour celui-là, sachant qu'on connaît déjà, donc, ce disque est délimité de 0 jusqu'à un rayon donné. Donc, là, on peut calculer directement. Et là, raison pour laquelle vous avez sigma R sur 2 pi. Donc, Vm, donc le potentiel, partout défini. Donc, là aussi, on va tout simplement dire que quand vous avez une distribution surfacique, donc le potentiel en un point M donné est continu dans l'espace, juste pour vous démontrer la continuité. Donc là, maintenant, pour le cas tout simplement donc voilà, donc pour une distribution linéaire, là, c'est différent. Donc le potentiel n'est pas défini pour R est égal à 0. Là, c'est clair parce qu'il faut savoir que donc pour R est égal à 0, donc on a tout simplement donc quelque chose qui tend vers l'infini. Et là, c'est impossible, raison pour laquelle on a Vm non défini pour R est égal à 0. C'est compréhensible. Quelque chose divisé par 0, ça n'existe pas. Quelque chose divisé par 0, ça n'existe pas. Voilà, donc là, c'était juste pour vous démontrer donc un peu donc la continuité du potentiel. Voilà, donc là, vous avez tout simplement le théorème sur les extrémums des potentiels. Donc là, c'est juste à titre d'information. Dans une région où il n'existe pas de charge, le potentiel ne présente ni maximum ni minimum. Donc, il n'y a pas de charge. Donc, il n'y a pas de maximum ni de minimum. Charge positive en un point M. Donc, là, on a le potentiel est maximum. Une ligne de champ ne peut partir que d'un point où il y a une charge positive. Donc là, c'est pour les lignes de champ. Vous savez déjà ce que l'on appelle une ligne de champ. Donc pour les charges négatives en un point M, donc là, on a quelque chose de minimum. Le potentiel est minimum. Donc là, on va dire tout simplement aussi une ligne de champ s'arrête là où il y a une charge négative. Quand c'est positif, les lignes de champ partent de là-bas. Mais arriver jusque là où il y a tout simplement les charges négatives, ils vont tout simplement s'arrêter. Voilà, donc l'énergie potentielle électrostatique. Donc là, on va essayer de définir vite fait donc ce que l'on appelle l'énergie potentielle. Donc comme vous le savez, l'énergie potentielle électrostatique dans le système chargé Q est l'énergie qu'il faut fournir pour amener ces charges de l'infini jusqu'aux positions MI qu'il occupe. Donc juste là, on va voir ça et on va terminer sur ça. Donc système de deux charges ponctuelles. Donc quand vous avez deux charges, là, vous pouvez tout simplement calculer donc ce que l'on appelle l'énergie potentielle M1 M2. Donc là, vous avez les informations. Donc dW qui n'est rien d'autre que le travail élémentaire. Donc en M2, c'est égal à moins dW donc de F12 qui n'est rien d'autre que QdV. Donc dV, ce n'est rien d'autre que le potentiel électrostatique élémentaire. Donc là, on définit de cette manière-là, tout simplement, donc, le travail élémentaire. Et là, on va tout simplement, de manière générale,
à partir de toutes ces explications, pour dire que donc, le potentiel électrostatique est défini par l'énergie. Sachant que donc l'énergie potentielle électrostatique est égale à E qui est égal à QVM, donc cette expression. Donc là, l'énergie potentielle électrostatique d'un système de deux charges ponctuelles Q1 et Q2 est donnée par cette expression qui est E, l'énergie, donc Q1, Q2, ce n'est rien d'autre que qui est égal à Q2 V M2 qui n'est rien d'autre que donc Q1, Q2 sur etc. Donc là, quand vous avez tout simplement deux charges en interaction pour calculer leur potentiel, non, l'énergie potentielle électrostatique. Donc ça, c'est l'expression qui n'est rien d'autre que Q1, Q2 sur R. Donc si vous regardez un peu la différence entre cette énergie et la force électrostatique, donc ce n'est rien d'autre que le dénominateur, le rayon 1, 2. Parce que si vous vous rappelez avec la force électrostatique, c'est exactement la même expression quand vous avez deux charges en interaction. Donc pour calculer tout simplement la force électrostatique, c'est Q1, Q2 sur R au carré, avec bien évidemment tout simplement ça. Mais avec l'énergie, si vous regardez l'énergie potentielle électrostatique, c'est Q1, Q2 sur R, tout simplement, pas R au carré, mais sur R. Donc là, il faut juste tout simplement garder donc ces deux informations majeures à l'esprit. Donc pour calculer l'énergie potentielle électrostatique, donc c'est Q fois V, avec Vm qui n'est rien d'autre que le potentiel électrostatique. Maintenant, quand vous avez deux charges en interaction, pour calculer l'énergie potentielle électrostatique, bien évidemment, donc là, c'est ça l'expression. Si nous allons beaucoup plus loin, donc pour des charges, là, quand vous avez tout simplement système à n charges ponctuelles, donc pour là, comment dirais-je encore, pour des systèmes à n charges, donc ça, c'est l'expression de l'énergie tout simplement de votre système. En supposant que tout simplement on démarre par Q1, donc l'énergie en Q1 plus l'énergie en interaction avec Q2 et vous faites maintenant la sommation entre l'énergie Q1, Q2, Q3, donc pour pouvoir trouver tout simplement l'ensemble du système, l'énergie potentielle électrostatique de l'ensemble du système. Donc là, quand on se positionne ici, donc on va tout simplement dire que donc l'énergie électrostatique, l'énergie potentielle électrostatique en Q est égale à 0. Donc là, on a l'énergie potentielle électrostatique. Donc pour les deux charges Q1, Q2, c'est cette expression. Et maintenant, tout simplement, il faut savoir que quand donc l'énergie potentielle électrostatique de Q1, Q2, Q3, c'est égal à Q3, Vm3, qui n'est rien d'autre que donc Q1, Q3, Q1, Q3 sur R13, plus Q2, Q3, Q2, Q3 sur R23. Et là maintenant, tout simplement, on va, donc l'énergie totale du système, donc ce n'est rien d'autre que Q1, Q2, donc là, dans cette portion, plus Q1, Q3 dans cette portion, et plus Q2, l'ensemble, donc, de l'énergie potentielle électrostatique du système. Donc, en résumé, donc, juste avec un seul point, Q1, vous ne pouvez pas calculer tout simplement son potentiel parce qu'il n'y a pas d'interaction. Donc, ici, en Q1, raison pour laquelle vous avez l'énergie potentielle électrostatique en Q1 est égal à 0. Parce que c'est lui, tout simplement. La charge n'est pas en interaction avec quoi que ce soit. Mais quand vous prenez tout simplement ces deux charges-là, Q1, Q2, vous pouvez calculer l'énergie potentielle électrostatique. Et c'est ça l'expression, c'est Q1, Q2 sur R12. Et lorsque vous prenez tout simplement donc la charge Q3, Q2, Q3, vous pouvez aussi calculer donc l'énergie potentielle électrostatique. Et quand vous prenez Q1, Q3, vous pouvez aussi calculer l'énergie potentielle électrostatique. Et la sommation de l'ensemble vous donne tout simplement l'énergie potentielle électrostatique du système. C'est exactement ce que vous voyez là. Q1, Q2, vous avez calculé cette énergie plus Q1, Q3, vous calculez cette énergie, c'est cette expression. Et à la fin, vous calculez l'énergie Q2, Q3. Donc là, c'est l'expression de l'énergie et la somme de l'ensemble vous donne tout simplement l'énergie potentielle électrostatique de votre système. Donc là, voilà, donc juste pour généraliser, pour un système à n charges, donc là, on voit tout simplement la sommation pour I allant de 1 jusqu'à n, la sommation pour J différent de I allant de, voilà, jusqu'à n, allant jusqu'à n, donc des 1 sur 4 pi epsilon 0 Q I,
QJ sur R, IJ. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement ça. Regardez, quand on vous dit I, c'est ça. Quand on vous dit J différent de I, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas calculer l'énergie potentielle de Q1. Non, il faut à chaque fois quand vous avez Q1, que vous avez un autre nombre, Q3 par exemple. Quand vous avez Q1, Q3, Q1, Q2. Quand vous avez les deux charges doivent être différentes, donc de part et d'autre. C'est deux charges. Raison pour laquelle avec cette expression qui généralise, on a mis tout simplement ces informations-là ou bien ces notifications pour juste vous dire que pour J différent de I. Donc là, pour I est égal à 1, vous allez avoir Q1. Maintenant, sachant que J est différent de I, donc vous pouvez avoir 2. Donc vous allez écrire ici Q1, Q2 sur R1, 2. Maintenant, lorsque I est égal à 2, J ne peut pas être égal à 2. J peut être égal à 3. Donc là, vous allez écrire Q2, Q3 sur etc., jusqu'à une généralisation. On verra ça beaucoup plus en détail dans notre dernier chapitre, Inch'Allah. Donc là, maintenant, on va tout simplement voir soit V1, le potentiel créé en M pour toutes les charges, sauf en Q1. Donc là, vous pouvez, donc là, c'est la généralisation aussi, tout simplement, du potentiel créé en un point M. Et là, ce n'est rien d'autre que la généralisation de l'énergie potentielle électrostatique donnée, l'expression donnée, donc, lorsque nous avons par exemple une charge qui crée dans un milieu donné un potentiel électrostatique, pour chaque charge donnée, on peut calculer tout simplement l'influence du potentiel électrostatique venu d'ailleurs sur la charge donnée. Donc ça c'est l'expression. Donc là c'est E et là vous voilà, on peut l'expliciter de cette manière. Donc chers étudiants, il faut bien garder ces informations là en tête. Donc là avec les exercices on va tout simplement donc voilà fixer les idées. Donc là maintenant c'est dans le cas où vous avez des distributions continues, donc des charges, pour pouvoir calculer tout simplement ce que l'on appelle l'énergie potentielle électrostatique, sachant que là vous avez une distribution volumique, vous avez ρ, Vp, dV. Donc ρ, dV ce n'est rien d'autre que Q. Donc sachant que l'énergie, de manière générale, l'énergie est définie par QV. Lorsque vous avez Q, donc, avec une distribution volumique, ce Q-là va devenir ρ dV. Raison pour laquelle vous avez ici ρ dV fois ce potentiel avec une intégration triple pour juste dire que vous avez un volume. Lorsque vous avez une surface, c'est la même chose. Votre Q sera transformé par sigma ds fois le potentiel. Et là, vous avez tout simplement l'intégrale double qui montre que vous avez une surface. Et là, vous avez l'intégrale simple pour juste vous dire que vous avez une distribution linéique. Voilà. Donc la densité d'énergie, ce n'est rien, c'est donné par ça. Donc la densité d'énergie, ce n'est rien d'autre que, donc on montre que E est égal à 1 demi, donc intégrale suivant l'espace de epsilon 0 E carré dV. Donc là, la densité d'énergie, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'énergie potentielle électronique par rapport à V, qui n'est rien d'autre que 1 demi de epsilon 0 E carré. Donc ça, cette expression-là, la densité d'énergie, il faut le garder en tête. Toujours, c'est une information globale. Donc là, moi, je vous le donne. Et là, on fera des exercices par rapport à ça. Mais c'est ce formule-là encadré en rouge qu'il faut bien garder en mémoire. La densité d'énergie, ce n'est rien d'autre que la dérivée de l'énergie potentielle électrostatique, qui n'est rien d'autre que 1 demi de epsilon 0 E carré et E carré. Ce n'est rien d'autre que tout simplement donc le champ électrique. Donc là, il faut le garder en mémoire, chers étudiants. Et on termine notre chapitre tout simplement aujourd'hui. Et je vous dis juste merci, chers tous, chers étudiants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Inch'Allah, j'essaierai d'organiser une classe virtuelle, une séance de classe virtuelle où nous allons discuter donc des séries d'exercices, etc. Et si vous avez des questions supplémentaires, je pourrai y répondre aussi. Merci beaucoup, chers étudiants, et très bonne lecture.